Matter 1.0 jour 1. Ventura et les Mac le 18 octobre. Apple paiera ses puces plus cher. Made in USA. Twitter, on signe et on oublie tout. Mercredi 5 octobre 2022. François Le Truédic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 250. Bonjour à tous. Matter 1.0, la toute première version du nouveau standard de domotique a été lancée officiellement hier mardi et la révolution, c'est qu'on trouve dans l'alliance CSA, parallèlement aux fabricants d'appareils comme Netatmo ou Eufy, les géants de la tech, autrefois incompatibles entre eux, Google, Amazon, Samsung et bien sûr Apple. François, est-ce qu'on peut dire de ce 4 octobre que c'est le vrai démarrage pour Matter ? Ouais, c'est surtout une très très bonne nouvelle pour les consommateurs, pour tous les utilisateurs de domotique. C'est vrai que le gros inconvénient de la domotique, c'est qu'en fonction du type d'appareil que vous utilisiez, si vous étiez plutôt iOS, si vous étiez plutôt Amazon, si vous étiez plutôt Google Home, il fallait vraiment faire attention au moment d'acheter ces produits pour vérifier qu'ils soient bien compatibles avec l'un ou l'autre. C'était très compliqué de trouver des produits compatibles avec tout. Et aujourd'hui, l'idée, en fait, c'est que ce soit une norme universelle et surtout qu'il y ait de l'interopérabilité, c'est-à-dire que si finalement, du jour au lendemain, vous décidez de quitter l'univers Apple et que vous passez chez Amazon, bah au moins les produits que vous aurez achetés compatibles Matter fonctionneront avec Amazon Echo et avec Google Home et avec Apple Home, et ça c'est vraiment un gros plus. Je pense que j'espère, mais je pense que ça va être le vrai démarrage de la domotique, surtout pour Apple, parce que c'est vrai que du côté de Google et Amazon, il y avait quand même déjà beaucoup de produits qui étaient proposés, mais c'est vrai que du côté d'Apple Home, c'était un peu plus compliqué, souvent des produits un peu plus chers, et on peut espérer maintenant ça se démocratise concrètement et complètement, et j'espère que vous allez enfin pouvoir équiper votre maison et utiliser Apple Home. Maintenant, je pense qu'Apple a un petit peu de progrès à faire, surtout en matière d'application. C'est vrai que j'ai été déçu par les nouveautés d'iOS 16. Je trouve que du côté d'Apple Home, il n'y a pas eu grand chose de nouveau. Alors peut-être qu'on aura des belles surprises dans les mois à venir avec l'avènement de Matter. macOS 13 Ventura attendu en version finale dans les 2 semaines qui viennent, avec une probabilité pour le mardi 18 octobre. L'an dernier, Monterey était arrivé le 25 octobre, une semaine après la sortie de la bêta 11. Étant donné que la bêta 10 de Ventura est arrivée hier mardi, si le rythme d'une version par semaine continue, Ventura devrait donc être là le 18. Alors de là à penser que ce sera le jour de l'annonce de nouveaux Mac, sous une forme ou sous une autre, François, on ne devrait pas tarder à être fixé, hein. Bah oui, c'est vrai que, je sais pas pour toi, mais c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait Ventura qui devait arriver. C'est vrai que c'est pas une mise à jour qui nous emballe beaucoup. Alors après, il y a quelques petites nouveautés, surtout des rafraîchissements cosmétiques, je pense en particulier aux préférences système qui vont quand même grandement évoluer. Mais c'est vrai que la plus grosse attente, c'est sans doute du côté de ces nouveaux matériels en processeur M2 Pro, M2 Max, peut-être M2 Ultra aussi, même si je ne pense pas qu'on aura le droit à des nouveaux Mac Studio M2 Ultra tout de suite, parce que le Mac Studio, c'est quand même une machine qui est relativement récente. Je suis assez sceptique sur le fait que ça arrive déjà. Moi, j'aurais plutôt misé sur le mois de novembre, mais on verra. Ça paraît très logique. Après tout, un joli communiqué de presse disant, à l'occasion de l'arrivée de macOS 13 Ventura, Apple présente ses nouveaux MacBook Pro, M2 Pro et M2 Max. Après tout, on verra, mais j'installerai Ventura, mais autant sur iOS, je fais la migration rapidement après la sortie des nouveaux OS, voire avant. C'est vrai que sur ma machine du quotidien, j'ai tendance à souvent rester sur l'ancienne version. Pendant 2-3 mois attendre, on va dire macOS 13.2 ou .3, histoire d'avoir quelque chose de complètement stable. Je trouve qu'il y a une différence entre le téléphone et l'ordinateur portable. Ce ne sont pas les mêmes usages. Et à part macOS 13 Ventura Beta 10, toutes les nouvelles bêta développeurs sont arrivées hier mardi. La 4e bêta publique d'iOS 16.1 qui supprime effectivement la transparence adaptive pour les AirPods Pro 1, c'était donc bien un bug. iOS 16.1 dont la version finale devrait permettre de tester le SOS d'urgence par satellite en mode démo avant sa disponibilité effective aux US et au Canada le mois prochain. Sont également sortis la 5e bêta développeur d'iPadOS 16.1, la 4e bêta développeur de tvOS 16.1 et la 4e bêta développeur de watchOS 9.1. Et puis, si vous avez un chargeur MagSafe, que vous le branchez et que vous l'utilisez avec votre iPhone, il devrait récupérer automatiquement la nouvelle mise à jour de son firmware et passer de la 247 à la 255, nom de code 10M1821.
pas d'infos sur cette mise à jour, mais elle concerne probablement les AirPods Pro 2 et la gamme iPhone 14. Une semaine après avoir dit non, Apple aurait finalement accepté la hausse de prix annoncée par le fabricant de ses processeurs TSMC à cause de la pénurie de composants et de l'augmentation du coût des matières premières, jusqu'à plus 6% pour chaque M1, M2 ou processeur A pour les iPhones. Mais Apple doit aussi être le premier client du Taïwanais à bénéficier de la gravure en 3 nanomètres. Ce devrait être pour le processeur A17 attendu dans l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Et donc, ça a dû négocier sec en coulisses, François. Bah oui, sans doute. On sait que c'est des enjeux qui sont assez énormes, que ce soit pour Apple ou pour TSMC au final, parce que c'est vrai que Apple, c'est quand même un de leurs principaux clients. Maintenant, moi, la seule inquiétude que je vais avoir, je vais me mettre du côté du consommateur, parce que toi comme moi, on l'est, et nos iPhones sont pas gentiment offerts par Apple, on les achète. C'est vrai que s'il y a une inflation, à un moment, Apple le répercutera, et quand on voit déjà les effets de l'inflation, de la baisse de l'euro par rapport au dollar et du prix qu'on paye nos iPhone 14 et 14 Pro et compagnie, j'ai un peu peur que les prix ne continuent à augmenter et que ça devienne vraiment de plus en plus un produit de luxe, et je trouverais ça dommage. On a beaucoup parlé des transferts de fabrication décidés par Apple de la Chine vers l'Inde et le Vietnam. Cupertino est aussi en train d'accélérer le rapatriement de ses fournisseurs sur le sol américain. Alors sur 180 fournisseurs, il n'était que 25 en 2020 à opérer aux États-Unis. En 2021, ils sont passés à 48, soit un gros quart. Et sur ces 48, 30 sont en Californie, François. Bah oui, finalement, Donald Trump aura réussi ce qu'il voulait, mais a posteriori, après avoir été battu. Non, c'est vrai qu'on sent, je pense qu'il y a eu aussi l'effet pandémie. On a vu aussi la complexité que ça pouvait représenter. Enfin, j'ai eu l'occasion de le dire durant l'enregistrement d'iWeek, l'hebdo hier. J'ai eu la chance d'avoir une nouvelle voiture qui vient de Chine, et c'est vrai que avec la reprise du Covid en Chine, la livraison a été repoussée de quasiment 4 mois, 5 mois. Et c'est vrai qu'on voit l'impact que des pandémies mondiales ou des guerres, à l'image de ce qui se passe en Ukraine, ça peut être très très pénalisant pour la production, pour les pays, et donc ça paraît logique que certains décident de rapatrier beaucoup d'éléments de fabrication sur leur continent d'origine. Comme ça, au moins, ils ont vraiment la main mise et sont beaucoup moins dépendants du climat international. Et à question, puisque maintenant Tesla a une usine à Berlin, pourquoi est-ce que ta Tesla est venue de Chine ? Parce que l'usine de Berlin ne produit pour l'instant que des modèles Y, le modèle SUV, et pour l'instant les modèles 3 qui arrivent en Europe viennent toutes de l'usine de Shanghai. Et puis, ce nouveau coup de théâtre dans le feuilleton Twitter, Elon Musk remet son offre d'achat à 44 milliards de dollars sur la table en posant une seule condition, l'abandon des poursuites contre lui après avoir annoncé qu'il renonçait au rachat avant l'été, François. Désolé pour je veux pas qu'on dise que ça y est, iWeek devient Tesla Week, c'est pas l'objectif, pas du tout. Non, mais c'est vrai, quand on voit cette news, j'ai envie de dire, c'est un peu comme Steve Jobs. Ces mecs-là, ils sont en partie des génies, ils savent bien s'entourer, mais de temps en temps, ils ont des comportements qui sont assez incompréhensibles et assez injustifiables. Et là, je trouve que ça en devient ridicule, en fait. Je trouve ça pathétique. C'est vraiment, tiens, allez. Oh, finalement, ok, mais dans ce cas-là, t'abandonnes tes poursuites, quoi. Enfin, on parle quand même d'une somme de 44 milliards de dollars, quoi. C'est pas comme si t'allais acheter une baguette de pain. Et c'est complètement hors sol. Bon, tu vas me dire, vu qu'il envoie du monde dans l'espace, ça paraît logique qu'il soit hors sol. Mais ça en devient, honnêtement, ça en devient pathétique. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, ça nuira aussi à l'image de toutes les entreprises avec lesquelles il est lié de près ou de loin. C'est ridicule. La quotidienne iWeek Reviens demain.